Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à tous les amis, à toutes les amies de l'Instituto Italiano per gli Studi Filosofici et à Christian Laval, professeur émérite à Paris-Nanterre, avec qui nous aurons le plaisir de discuter de son avant-dernier ouvrage, Dominer, enquête sur la souveraineté de l'État en Occident. C'est un ouvrage tout, tout récent, publié aux éditions La Découverte. Et j'ai dit avant-dernier parce que je sais que vous venez de publier Les choix de la guerre civile qui a été publié, je pense, la semaine dernière. Donc, ouvrage dominé et édité et écrit par Christian Laval avec Pierre Dardot. Et donc, tout d'abord, bienvenue, professeur Laval, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le professeur Laval, qui est professeur émérite de sociologie en interne, n'a évidemment pas besoin de présentation. Je vais dire quand même quelques mots. Il est l'un des intellectuels les plus éminents, je dirais, de la pensée peut-être anticapitalisme au sens large dans les scénarios européens. Et il s'est occupé surtout ces dernières années, je dirais, de l'étude du néolibéralisme d'un côté et de l'autre des solutions politiques alternatives au néolibéralisme. Et je songe évidemment au comment, qui est un enjeu qui revient aussi dans cet ouvrage et dans le deuxième volet. Mais on aura l'opportunité de parler après. Donc, je dirais que nous pouvons commencer avec les questions. Donc, tout d'abord, la première question. Dès le début du livre, vous liez les concepts de souveraineté à celui d'État. Et dans votre analyse, qui est très approfondie, vous affirmez que la souveraineté étatique est modelée sur celle de l'Église. En outre, de l'introduction et à plusieurs reprises dans les livres, et à mon avis, vous faites ça très, très justement, je partage tout à fait cette vision, vous nous prévenez que le néolibéralisme et la mondialisation n'ont pas impliqué un recul des États, qui ont en revanche joué un rôle fondamental dans le développement de ces processus. Et en outre, vous nous dites que même lorsqu'il s'agit d'organisations supranationales, les problèmes de la souveraineté demeurent intacts. Pourriez-vous tracer une distinction entre les concepts de souveraineté et celui d'État en tant que sujet sociopolitique, s'il vous plaît? Oui, d'abord, bonsoir à vous et je vous remercie pour cette présentation que vous venez de faire et puis pour les questions que vous allez me poser. Oui, alors, vous l'avez dit justement, en fait, ce livre est dans la continuité du travail que nous avons entrepris, Pierre Dardot et moi-même, autour du néolibéralisme. Il y a un lien qui est net, c'est que nous avons refusé donc, il y a 15 ans, ils ont refusé cette espèce d'orthodoxie à gauche qui voulait que le néolibéralisme, ça soit le refus de l'État, la fin de l'État, la disparition de l'État sous l'effet du marché envahissant, etc. Tout ça nous semblait tout à fait faux. Et ce que nous repérions un peu partout, c'était au contraire la main de l'État toujours présent pour construire justement cette société de marché, cette société de concurrence généralisée. Et notre travail sur le néolibéralisme nous a montré effectivement que les néolibéraux n'étaient pas ces ultra-libéraux que l'on critiquait, que l'on dénonçait. Ce n'était pas non plus le retour d'Adam Smith, c'était bien autre chose. Donc, il y a une continuité. Et puis, il y a aussi une certaine actualité, une autre actualité qui est le fait que, c'est lié à ce que je viens de dire, toute une partie de la gauche, y compris de la gauche dite radicale, en France, en tout cas, pays de tradition étatiste bien connu, pays de tradition centralisée, verticalisée, eh bien, pour toute une partie de la gauche, finalement, la solution, c'est l'État. C'est le renforcement de l'État, c'est voilà, la nationalisation, c'est la souveraineté économique, c'est ça. Bon. Alors, vous voyez que notre travail, il a une dimension, ce travail-là sur l'État et sur la souveraineté plus exactement, a une dimension politique, une dimension, je dirais même stratégique, hein, mais ça suppose un travail historique, un travail généalogique que nous avons là entrepris avec ce premier volume. Alors c'est évidemment une matière immense
On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout traiter, mais nous avons voulu tirer un certain nombre de fils. Alors, le fil que nous avons tiré, ce n'est pas exactement celui de l'État. Ce n'est pas exactement une histoire de l'État en général. C'est-à-dire que quand apparaissent les premiers États il y a 4000 ans, finalement, nous n'avons pas affaire à des États comme les nôtres. Nous avons affaire à des formes politiques effectivement nouvelles entre le Tigre et l'Euphrate, bien entendu. Nous avons affaire à des réalités que des historiens ou des anthropologues, etc. Je pense à James Scott, par exemple, bon, ont analysé. Mais ce n'était pas exactement notre propos. Nous, ce que nous voulions faire, c'était de considérer la façon dont l'État moderne s'est construit. Et il s'est construit non pas exactement comme on le dit dans la science politique traditionnelle à partir disons, de Max Weber, ou en sociologie à partir de Max Weber. C'est pas seulement, si vous voulez, le formalisme juridique, c'est pas seulement la bureaucratie, c'est un principe de construction, et ce principe de construction, c'est le principe de souveraineté. Alors, ce qui est extrêmement curieux, c'est que finalement, quand on traite de l'État, à part les juristes, à part les spécialistes de droit public, finalement, on oublie le principe de souveraineté. C'est très curieux comment, en sociologie en particulier, on laisse de côté le principe même de la construction de l'État, comme si c'était finalement une petite fantaisie, quelque chose qui n'était pas absolument nécessaire de prendre en compte. Alors, bon, la différence, ben, l'État, oui, l'État c'est un appareil, c'est une bureaucratie, ce sont des bâtiments, ce sont des règles de fonctionnement, ce sont des fonctionnaires, ce sont des objectifs, ce sont des procédures, c'est toute une série de choses. Mais, mais comment s'est-il construit? Par quel principe l'État moderne s'est-il construit? Il s'est construit par un principe assez curieux qui est précisément la construction d'une entité publique, d'une personne publique, finalement, qu'on a considérée comme une personne, je dirais, toute puissante, une personne qui avait une volonté, et qui avait une volonté supérieure à toute autre entité. Voilà. Et justement, c'est cette création, cette construction historique à partir du principe de souveraineté qui nous a intéressés, parce que c'est quand même une clé pour comprendre l'ordre mondial et l'ordre intérieur de chaque pays. Ordre mondial, ben oui, l'organisation du monde, elle est faite à partir de ce principe de souveraineté des États. Et les constructions politiques internes, les formes de domination interne, elles passent aussi par justement la prédominance, que dis-je, la prédominance, la suprématie, la supériorité absolue de cette entité qui s'appelle l'État. Donc, si vous voulez, vous avez l'État comme matériau, c'est le bâtiment, si je puis dire, et puis vous avez le plan, c'est celui de l'architecte et celui que va suivre l'ingénieur. Bon, on ne peut pas simplement décrire le bâtiment si on n'analyse pas le plan, la façon dont on a pu penser finalement cette construction. Et c'est ça la différence entre les deux. Alors, ça nous amène à critiquer Max Weber. Ça nous amène à critiquer Max Weber parce que Max Weber, voilà, il met en avant des choses tout à fait légitimes, des descriptions passionnantes sur la bureaucratie, bien sûr, l'importance qu'il donne au formalisme juridique, c'est tout à fait fondamental. On est d'accord, mais quand on définit l'État comme ce monopole de la violence physique légitime ou légale, finalement, ce qu'on occulte, c'est quel est le ressort de cette légitimité? Est-ce que c'est le formalisme? Est-ce que c'est la bureaucratie? Est-ce que c'est le légalisme qui suffit finalement à définir la légitimité? Comme si au fond on avait une espèce de définition tautologique. Mais il y a bien autre chose dans l'histoire. Il y a justement la naissance de ce principe de supériorité absolue d'une entité qui a comme ressort fondamentalement non pas la violence physique mais la croyance. Et ça, finalement, on a l'impression qu'on laisse de côté ce phénomène absolument fondamental de la croyance dans l'État.
Et on a peut-être l'impression que, enfin nous c'est avec Pierre, notre impression c'est que si on ne s'est pas attaqué au principe de souveraineté, c'est que nous étions encore enfermés dans la croyance, dans une espèce de naturalisation, si je puis dire, de l'État, c'est-à-dire comme si c'était tout à fait naturel de supposer qu'une personne publique était dotée d'une volonté supérieure à toute autre entité. Voilà. Alors ça nous a amené à lire pas mal de choses, à lire beaucoup d'historiens, nous a à lire bon, des auteurs dont on reparlera peut-être, Berman, Kantorowicz surtout, Bourdieu, parce que s'il y a quelque chose de très précieux chez Bourdieu, c'est dans son cours au Collège de France sur l'État, c'est cette idée que l'État est une entité théologique. Nous, ce que nous disons à la suite de Kantorowicz, parce que Bourdieu a évidemment bien lu Kantorowicz, mais nous tirons un petit peu les choses différemment. Nous disons que les fondations de l'État restent encore aujourd'hui des fondations mystiques. Voilà. Que la croyance dans la fiction de cette personne publique supérieure est quelque chose qui est au cœur finalement de notre rapport à l'État, qui est la clé finalement de la domination qu'exerce l'État sur une population et dans un territoire donné. Voilà. Je crois que c'est un point important à noter. Maintenant, évidemment, ça pose toute une série de questions. Pourquoi la sociologie politique? Pourquoi la science politique a-t-elle laissé aux juristes, aux spécialistes du droit public, finalement, cette immense question de la souveraineté? Voilà, je pense qu'il y a eu, il y a un vrai problème de séparation, si je puis dire, des disciplines, qui a fait qu'on a isolé la question de l'État du plan de construction, si je puis dire, et des fondements de la croyance. Voilà. Malgré Bourdieu, mais il n'a pas eu tellement de successeurs dans cette voie-là. Hein. Ok, merci beaucoup pour votre réponse qui nous a apporté vraiment beaucoup d'éclairage. Et surtout, en fait, je pensais quand vous parliez de la croyance, justement, à la violence symbolique et à l'étude des Bourdieu. Et nous y reviendrons aussi parce que même si la première citation du livre, c'est en fait du cours au Collège de France sur l'État, j'aurais pensé que vous vous distanciez des sa théorie, mais nous y reviendrons dans une des questions. Et je voulais vous proposer une question justement qui concerne votre conception de la souveraineté. En fait, en extrême synthèse, vous proposez une définition de souveraineté comme dominium absolute, vous recourez à l'expression latine, inconditionné et sans limite d'un point de vue externe et interne. Cependant, cette définition pourrait être, je pense, questionnée, vu qu'on pourrait aussi arguer que les pouvoirs des États, surtout aujourd'hui, n'est pas sans limite, mais subit plusieurs contraintes d'ordre économique et aussi géopolitique, évidemment. En même temps, nonobstant cette perplexité, au moins que j'ai par rapport à la définition de la souveraineté, il me semble que les critiques que vous faites au rôle joué par l'État demeurent valides. En outre, vous nous prévenez que votre analyse concerne la souveraineté de l'État en Occident. En fait, c'est déjà dès les sous-titres. Cependant, à plusieurs reprises dans le livre, vous portez comme exemple les actions de leaders politiques comme Erdogan, Modi ou Bolsonaro. Et je me demande donc si votre critique du contexte politique global aurait pu aussi cibler directement peut-être les rapports sociaux des productions et valorisations du capitalisme et par ricochet la forme de souveraineté que ceci impose dans les divers coins du monde. Oui, ça fait beaucoup de questions en une seule. Bon, ben, Votre ouvrage est très riche. je commencerai par la plus facile. Enfin, puisqu'il y a au moins deux, trois questions. Pourquoi parler de Modi, de Bolsonaro bon, et de Erdogan puisque notre sous-titre, effectivement, parle de l'Occident. Ben, justement, là, c'est très facile de voir que l'Occident a exporté la forme État
et le principe de souveraineté par différentes étapes, évidemment, forme de domination ouverte par la colonisation, forme plus subtile par la diffusion de modèles culturels, avec évidemment toute une série de problèmes que pose l'importation du modèle d'État et du principe de souveraineté, ce qui n'a pas toujours été une réussite et ce qui a donné des formes hybrides assez, parfois assez baroques. Bon, c'est toutes les formes d'État qu'on rencontre, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que vous regardez l'Amérique latine, le Moyen-Orient ou l'Afrique, l'Asie, et vous voyez que partout, évidemment, vous avez des États et vous avez des gouvernements qui invoquent le principe occidental par, par définition, par excellence, qui est le principe de souveraineté. Et c'est ça qui est extrêmement curieux dans l'histoire, c'est que ce principe, au fond, qui est né au XIe siècle, dans la réforme grégorienne, comme on dit, hein, dans la révolution pontificale, où en fait les États vont par mimétisme, se construire à l'image de l'Église. Donc, ce schéma historique-là, qui a mis du temps, évidemment, à s'installer, à s'imposer, finalement, s'est diffusé dans le monde entier. Et que ce soit des régimes communistes, que ce soit des théocraties islamiques, que ce soit toutes sortes de régimes, vous retrouvez toujours finalement l'invocation du même principe de souveraineté externe et interne. Voilà. Et ça, c'est aussi étonnant. C'est-à-dire, comment se fait-il que cette occidentalisation du monde par la forme État, par la diffusion de la forme État et du principe de souveraineté n'ait pas été plus interrogée que cela. Comment se fait-il que les indépendances, par exemple, les indépendances, les processus de décolonisation, finalement, se sont opérés en reprenant à l'Occident, je dirais, son foyer politique central, quoi, c'est-à-dire cette idée de personne publique au-dessus. C'est que ça a arrangé beaucoup de monde. Ça a arrangé beaucoup de monde. Les mouvements indépendantistes, je veux dire, se sont emparés de cela parce que, évidemment, ça leur permettait de justifier, de légitimer, d'expliquer ce qu'ils allaient faire. Bon. Alors, il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions, elles sont très rares. Aujourd'hui, vous avez des mouvements très, très importants. Vous avez les Kurdes, vous avez le Kurdistan, vous avez le Chiapas, vous avez des gens qui sont en lutte et qui n'ont pas. Bon, peut-être que ça, ça changera, peut-être, je le crains, on peut le craindre. Bon, mais ce sont des gens qui, en tout cas, n'ont pas du tout l'intention de créer des États conduits et organisés selon le principe de souveraineté. Donc il y a quelques exceptions quand même, heureusement. Mais sinon, voilà. Occident, on aurait pu dire histoire de la souveraineté de l'État en Occident et dans le monde occidentalisé, politiquement occidentalisé. Voilà. Alors maintenant, votre première question, c'était de savoir s'il y a des limites. Mais j'ai envie de vous dire que quand l'État se construit, disons, l'État moderne du XIe au XVIIe siècle, les limites étaient encore plus importantes qu'aujourd'hui. Dire que il y avait des limites de toutes sortes. Il y avait évidemment l'Église dont je vous ai parlé, qui était quand même un pouvoir extrêmement important. Donc l'État se construit contre des pouvoirs qui existaient, contre des limites qu'il éprouvait tout de suite. Et puis il y avait tout le système juridico-politique du féodalisme qui a perduré au XVIIIe et même au-delà, au XIXe siècle, etc. Donc, euh, tous les, le régime dynastique, bon, qui était des formes archaïsantes, je veux dire, ont perduré extrêmement longtemps. Alors, il n'y a jamais eu d'État pur. Le principe de absolutiste, l'idée d'une puissance absolue et perpétuelle, c'est comme une boussole, si vous voulez. C'est comme voilà, c'est un principe
de lutte, c'est un principe de combat des légistes, des publicistes, des philosophes, de tout ce que vous voulez, évidemment des hommes d'État. C'est une arme qu'ils ont en main dans la lutte qu'ils mènent pour construire cette entité politique, pour se débarrasser justement des limites. Mais des limites, il y en a toujours eu. Et évidemment, dans l'ordre mondial aujourd'hui, il y a évidemment plein de limites. Et vous citez une des limites les plus importantes, qui est le pouvoir transnational du capitalisme. Et ça, je vous l'accorde que c'est une sacrée limite. Oui, mais ce que nous essayons de montrer, et on n'est pas les premiers, c'est que justement cet ordre mondial capitaliste, cet ordre capitaliste mondial, finalement s'accommode assez bien de l'ordre étatique, qu'il y a comme une imbrication, si vous voulez, des deux ordres, de l'ordre du capitalisme et de l'ordre du système d'État. Hein. On s'est beaucoup appuyé, enfin en tout cas dans nos lectures, sur Emmanuel Wallerstein, qui montre très bien, que justement l'économie monde n'a pas pu se passer justement de les entreprises étatiques de colonisation, de domination, de défense des entreprises nationales, etc. Enfin, la Hollande, l'Angleterre, tout le monde, la France, bien sûr, l'Espagne, tout le monde a défendu finalement son économie et ses entreprises. Donc le capitalisme, il a tout de suite été un capitalisme défendu par l'ordre et protégé par l'ordre étatique. Et finalement, aujourd'hui, on a voilà, une aimable coordination, si je puis dire, entre les deux. Bon, mais on n'invente rien. Marx avait montré que le capitalisme n'avait pu se développer que par la violence extra-économique de l'État. Hein. Bon, donc oui, des limites, mais j'ajouterais à la question posée que cet ordre néolibéral que nous avons analysé justement, cet ordre néolibéral, c'est d'une certaine façon une création des États eux-mêmes, hein, euh, et qui a impliqué un changement de fonction de l'État. Voilà. Et c'est là peut-être où je ne dirais pas limite, mais contrainte. C'est-à-dire qu'en produisant cet ordre du libre-échange, de la libre circulation des capitaux, ces États, ce système d'État a créé aussi un système de contraintes qui pèse sur chaque État en particulier. De sorte que la fonction de l'État et ses finalités ont changé, puisqu'il s'agit d'importer dans chaque territoire et d'imposer à chaque population ces contraintes mondiales. Mais vous voyez quel est le rôle des États? Les États sont à la fois producteurs de cet ordre mondial et en même temps des relais, des contraintes qui naissent de cet ordre mondial. Des relais sous la forme de lois, de réformes, etc. Bon, prenez toutes les réformes que nous subissons en Europe, la réforme des retraites, du droit du travail, bon, l'assurance chômage, de tout ce que vous voulez. Vous voyez bien que c'est toujours au nom des critères de compétitivité, d'efficacité, etc. Bon, et donc là, l'État joue double jeu, voilà, en quelque sorte. Mais pourrait-il, comment ces États pourraient-ils imposer à leur population ces contraintes si ces États ne faisaient pas jouer le principe de souveraineté? Voilà. Et c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est le caractère fonctionnel, encore aujourd'hui, le caractère extrêmement fonctionnel du principe de souveraineté qui n'est en rien aboli par l'ordre mondial, qui est au contraire intégré dans l'ordre mondial, hein, sans lequel l'ordre mondial ne pourrait pas fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Oui, oui. Mais merci pour cette réponse très articulée qui en fait met en lumière les articulations entre le rôle de l'État dans les marchés mondiaux. D'autant plus que, comme vous le disiez déjà, Emmanuel Wallerstein a démontré qu'il n'y a
pas des systèmes capitalistes, sont économie monde. Donc, la naissance du capitalisme est liée à l'économie monde et à la relation des sujets entre centre, périphérie et semi-périphérie aussi. Donc, alors, je vous poserai une troisième question pour revenir à la conception de l'État et au rapport avec Bourdieu. Je voudrais savoir que répondrez-vous à ceux et celles qui pourraient critiquer votre conception de l'État en affirmant qu'elle serait peut-être monolithique. Et surtout, quel est le rapport de votre conception de la souveraineté de l'État avec celle d'autres penseurs qui conçoivent l'État plutôt comme un champ de lutte. Et je songe évidemment à Bourdieu, à Gramsci et à Poulenc, à ceci. Bon. Ben, je répondrai que nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord que d'un certain point de vue, pris comme champ de lutte, oui, l'État, effectivement, n'est pas monolithique, il est divisé, il est investi par des luttes, par des intérêts contradictoires, etc. Bon, ça c'est évident, mais moi, ce que je leur reprocherais, c'est d'ignorer complètement le mode de constitution du champ bureaucratique. Si je prends l'expression de Bourdieu, qui parle de champ bureaucratique. Oui, mais quel est le principe de constitution de ce champ? euh, il n'est pas né comme ça, il n'est pas né spontanément. La bureaucratie, elle ne s'est pas développée comme ça n'importe comment. Et puis la bureaucratie occidentale, c'est pas la même chose que la bureaucratie céleste de l'Empire chinois. Il y a quand même des spécificités. On ne peut pas dire que voilà, il y a un champ bureaucratique qui serait toujours le même. Non, il est construit d'une certaine façon et il est construit en Occident par le principe de souveraineté. Et ce qui est intéressant, et c'est là où les analyses de Bourdieu auraient peut-être été plus intéressantes, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de position entre la haute administration et la basse administration, entre la main droite de l'État et la main gauche de l'État. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Et plus intéressant, parce que les luttes internes à l'État, par exemple les luttes sur les services publics, les luttes que mènent les infirmières, les enseignants, voilà, les gens qui travaillent dans le bâtiment, enfin, toutes sortes d'agents de l'État, voilà, tous les agents de l'État qui luttent. Et ils luttent pour une certaine conception de l'État. Et ils luttent pour une conception de l'État qui n'est justement pas conforme aux principes de souveraineté traditionnelle. C'est ça qui est très intéressant. C'est que se battre pour des services publics, comme ils le font, par exemple se battre pour une éducation démocratique, c'est justement pas se battre pour que l'État soit absolument souverain en matière de connaissances, en matière de méthodes pédagogiques. Voilà, c'est tout à fait autre chose. C'est pour redéfinir les missions de l'État. Et la bataille, elle porte sur la question du principe de souveraineté. Et si on veut dépasser le principe de souveraineté, il faut s'appuyer sur les luttes internes au champ de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'appuyer sur tous ceux qui sont attachés à l'État. Oui, ils sont attachés à l'État, mais un État qui est un État au service de la population et pas un État qui est fait pour dominer la population. Voilà. C'est très différent, ça. Vous voyez. Et le principe de division entre la haute administration et les subordonnés, les subalternes, cette division, elle passe là. Hein. De la même façon, on pourrait dire que l'État est divisé pas seulement entre le haut et le bas, mais entre les fonctions qu'on dit régaliennes, ou les fonctions de justice et de police, par exemple, et des fonctions plus sociales, plus éducatives, où on voit bien que la conception de l'État n'est pas la même je le vois par exemple dans le champ du syndicalisme, entre un syndicat de policiers et un syndicat d'enseignants, eh bien, il y a deux conceptions tout à fait différentes de l'État. On voit très bien que le syndicalisme policier, lui, ne cesse d'invoquer le principe de la souveraineté, même dans des versions très absolutistes à certains égards, tandis que le syndicalisme enseignant, lui, au contraire, sera beaucoup plus porté à
créer ou à considérer des formes beaucoup plus démocratiques de relations entre les professionnels de l'enseignement et la population, par exemple. Hein. Vous voyez. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a une, qu'il y a beaucoup de divisions, beaucoup de fragmentation, même, et beaucoup de luttes. Mais encore faut-il comprendre que est engagé là, dans ces luttes est engagée une conception de l'État, ou des conceptions, sont engagées des conceptions de l'État différentes et opposées. Ok, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Je voudrais avoir le temps de vous poser plus de questions sur les articulations des ces champs que vous avez mentionnés entre les fonctions de l'État qui sont d'autant plus les sujets aussi des analyses des Bourdieu, mais je songe aussi à Gramsci et à Poulantas aussi au questionnement, aux mises en question des idées et des appareils idéologiques d'État élaborés par Althusser. Mais comme nous n'avons pas le temps de poser toutes les questions auxquelles votre ouvrage très riche donne, dans l'opportunité de penser, je vous pose une autre question plus stratégique parce qu'en fait, cet ouvrage, ce n'est pas qu'un ouvrage d'analyse, mais c'est aussi partie d'un projet intellectuel, comme vous le disiez, c'est aussi un projet qui concerne des débouchés politiques. Ce débat est très actif, surtout en France, avec plusieurs visions proposées par des intellectuels je dirais, du champ anticapitaliste, mais qui ont des visions très, très différentes. En fait, à plusieurs reprises dans les livres, vous arguez que même à gauche, et là vous l'avez dit aussi juste avant, la proposition d'un retour à l'État comme espace de lutte contre le capitalisme transnational est expression d'un désir de verticalité. Et vous opposez cette perspective politique de la gauche à celle de l'horizontalité et de l'auto-organisation. Et je crois que toutefois, en même temps, ceux qui proposent les renforcements de l'espace étatique et avec les dynamiques d'organisation politique que l'espace étatique permet, soutiennent qu'il est nécessaire ces renforcements de l'espace étatique afin de limiter la toute-puissance du capitalisme transnational. Et je me demande si ne pourrait-on interpréter ces propositions politiques comme la promotion d'un espace plus réduit où l'organisation politique serait plus simple et où les citoyens pourraient exercer une influence déterminante d'un point de vue politique. Et en outre, je me demande s'il ne pourrait-on y avoir complémentarité entre prise de pouvoir étatique et organisation horizontale des modalités de décision. Oui, oui ben, vous pointez là un désaccord fondamental. Nous, ce qu'on constate, c'est, alors du point de vue, nous trouvons, c'est-à-dire du point de vue français, parce que nous savons la pulsion, nous connaissons la pulsion étatico-nationale parmi les intellectuels. Elle est très forte. Elle est, d'une certaine façon, l'inconscient d'une grande partie des intellectuels français. On le voit de tous les côtés. D'un côté, leur républicanisme laïque, enfin, masque difficilement une adoration de l'État, une passion pour l'État. Il y a en France une passion pour l'État. Il ne faut jamais l'oublier. Enfin, il faut toujours revenir à Tocqueville. Voilà, on évoquait Max Weber, Bourdieu, etc. Mais n'oublions pas Tocqueville. Voilà. Si vous voulez connaître la France et le champ français et le champ de discussion intellectuelle en France, il faut sans cesse revenir à Tocqueville. Parce que lui a vraiment compris que la France était le pays par excellence de la centralisation étatique et de l'illusion étatique. Et Marx, de la même manière, Marx qui a lu au moins le premier volume de la démocratie en Amérique et qui a sans doute lu d'autres choses, l'Ancien Régime et la Révolution, je veux dire, d'une certaine façon, Marx aussi dit la même chose sur la France. Hein, il faut lire les passages du 18 Brumaire. Il dit la même chose. Il y a cette pulsion étatique qu'il avait bien repérée chez les démocrates de 1848, chez Ledru-Rollin et chez d'autres, évidemment chez Blanqui, chez Louis Blanc, etc.
Non, vous voyez, on fait de l'histoire, il faut faire de l'histoire, c'est-à-dire faut vraiment en revenir au fait qu'il y a voilà, des fils historiques qui se perpétuent. Alors quand on nous dit, voilà, ce qu'il faut stratégiquement, c'est s'emparer du pouvoir d'État en France pour pouvoir se protéger des mauvaises influences européennes, c'est très important aussi, le sentiment anti-européen, et je dirais même le sentiment anti-allemand de beaucoup d'intellectuels de gauche, hein, anti-allemands et anti-européens. Voilà, il faut s'emparer du pouvoir d'État pour résister aux mauvaises influences d'une Europe ordolibérale et pour résister au capitalisme transnational. Moi, je dis, il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier. Pourquoi le privilège du national? Pourquoi ce privilège du national? Vous dites qu'effectivement, il faudra un espace plus réduit, etc. C'est quoi cet espace plus réduit? C'est la nation, forcément. Est-ce que la démocratie réelle, effective, ne serait pas mieux assurée à d'autres échelons? Alors, ce n'est pas exclusif du niveau national, mais pourquoi ignorer le niveau communal? Pourquoi ignorer le niveau départemental, régional, etc., qui sont peut-être beaucoup plus intéressants pour une démocratie plus intensive et plus participative? Voilà, c'est ça, c'est quand même ces questions qu'il faut se poser. Bon, eh bien, pourquoi le privilège du national? Ben, je vais vous répondre, parce que c'est l'État-nation, voilà, parce que c'est le cadre de l'État-nation, et que voilà, vous avez des gens qui pensent dans ce cadre-là et qui n'arrivent pas à se défaire de ce cadre-là. Et ils n'arrivent pas non plus à envisager ce pourquoi nous militons, si je puis dire intellectuellement. C'est une gauche européenne, c'est une gauche mondiale, c'est une articulation des luttes transnationales. Voilà, c'est toutes ces dimensions-là qu'il faut aussi privilégier. Alors, ce n'est pas pour exclure le niveau national, c'est et évacuer complètement l'État-nation. Nous ne sommes pas du tout anarchistes. Nous ne nions pas du tout l'existence historique d'un État. Ça serait d'ailleurs assez paradoxal d'avoir fait 800 pages sur la construction de l'État pour dire que l'État, c'est rien. Non, bah, l'État, c'est énorme. C'est formidable, l'État. C'est une construction absolument gigantesque. On ne peut pas le contourner comme ça. On ne peut pas le défaire. Voilà. En ce sens, nous ne sommes pas anarchistes du tout. Nous ne cultivons pas du tout cette idée que l'État pourrait disparaître. Mais ce que nous essayons de réfléchir, c'est la relativisation de l'État. Voilà. La relativisation de l'État-nation par le bas et par le haut. Voilà, pour plein de raisons, intensification de la démocratie réelle par le bas, aussi bien locale d'ailleurs que productive, hein, aussi bien du côté des communes que du côté des coopératives, mais aussi relativisation de l'État-nation par le haut, par des formes politiques fédératives qui précisément relativiseraient la centralité politique de l'État. Voilà un petit peu la perspective que nous avons. Je, 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 je pense que on pourrait vous répondre, et en fait, vous l'avez dit dès l'introduction du livre, que les principes de souveraineté opèrent même au niveau supranational et que l'Union européenne peut être prise dans les mêmes pièges que les États, même plus fortement, d'autant plus qu'il n'y a même pas cet enjeu de la représentation que vous critiquez, à mon avis, tout à fait justement, mais il n'y a même pas ces simulacres-là, donc on pourrait vous répondre que oui, très bien, on partage votre critique de l'État, mais alors pourquoi accepter l'Union européenne que c'est encore pire peut-être? Et d'un autre point de vue, on pourrait vous dire que l'internationalisme, en fait, a toujours été l'un des points cardinaux du mouvement ouvrier, aussi des mouvements communistes et socialistes, même ceux qui opéraient au niveau étatique. Oui, alors là non, ne nous méprenons pas, nous deux. Ça serait paradoxal après avoir écrit la nouvelle raison du monde et le cauchemar qui n'en finit pas. Ça serait paradoxal de faire l'apologie de l'Union européenne. Enfin, avec Pierre, on a été parmi ceux qui avons le plus travaillé sur cette question et en montrant justement ce qu'était l'Union européenne.
justement, précisément dans sa dimension de constitution économique, de corset, en fait, imposé aux États et aux sociétés. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est évident que ce n'est pas l'Union européenne qui aujourd'hui est la forme enfin, intéressante. Au contraire, là, pour le coup, il faudrait une transformation absolument radicale de l'Europe et faire une Europe vraiment démocratique à partir des formes démocratiques locales, communales, etc. C'est-à-dire recomposer complètement cette Europe sous une forme réellement fédérative. Une forme réellement fédérative, c'est-à-dire avec une autonomie réelle des niveaux inférieurs à la nation. Parce que, en fait, c'est ça la question. C'est que quand le paradoxe qui consiste à dire on va résister au capitalisme en renforçant l'État-nation, il ne faut pas oublier que le lien qui existe entre la face externe de la souveraineté, qui est mise en avant justement dans l'argumentation que vous développez, on va renforcer l'indépendance du pays, c'est-à-dire la version, la face externe de la souveraineté, comme si ça n'avait pas de lien avec la face interne de la souveraineté, c'est-à-dire la domination sur la population. Mais c'est tout à fait lié dans l'histoire. C'est tout à fait lié. Hein. Ce sont les deux faces, finalement, d'une même réalité. Donc, il ne faut pas du tout oublier cette dimension-là. Voilà. Et puis, voilà, ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas la solution. Hein. Notre problème n'est pas de... ce que nous voulons faire, c'est dessiner des lignes. Voyez. Vous parlez de l'internationalisme. Oui, bien sûr. Nous sommes absolument internationalistes, même altermondialistes. Mais nous n'oublions pas que l'internationalisme a échoué du fait des cadres institutionnels des États-nations. C'est-à-dire que les gauches, les socialismes, les communismes, si vous voulez, se sont enfermés, se sont laissés enfermer dans les cadres de l'État-nation. Que ça soit, si vous prenez le Parti socialiste, c'est évident, les socialismes, c'est assez évident, mais même les communismes, le communisme français, le communisme italien, finalement, ça a été quoi? Ça a été des formes politiques éminemment nationales. Et Gramsci a un peu servi à ça en Italie, c'est-à-dire à renforcer, je veux dire, ce caractère national sous la forme d'une hégémonie pensée dans un cadre national, mais qui n'était rien d'autre au fond que l'assomption de ce cadre d'État-nation qui s'est imposé au mouvement ouvrier. Voilà. Or, c'est une étape historique, voilà, qui avait sa nécessité, qui n'a pas du tout été pensée par Marx et Engels. Si, par Engels un peu à la fin de sa vie, oui. Mais enfin, par Marx, pas du tout. Pour Marx, c'était absolument abominable de penser que c'était le lassallisme. Voilà, c'était Lassalle, en fait, qui avait promu cette nationalisation du socialisme. Mais de fait, cette nationalisation du socialisme et du communisme a eu lieu. Voilà. Et maintenant, il s'agit de ne plus se laisser enfermer dans le cadre de l'État-nation. Ok. Ok, merci beaucoup pour cette réponse qui nous donne vraiment beaucoup à réfléchir. Là, je vous pose une question en continuité, en fait, avec ce que vous venez de nous dire, qui concerne les enjeux stratégiques. Parce qu'en fait, dès la fin de l'introduction, vous nous prévenez que ce livre est le premier volet d'une enquête et que le second sera dédié aux enjeux des stratégies politiques. Même si vous venez de terminer ces 800 pages et l'autre ouvrage, Les choix de la guerre civile, est-ce que pourriez-vous nous anticiper les lignes de ces enjeux stratégiques que vous allez développer? Oui, alors,
Bon, nous sommes d'abord très attachés, très intéressés, disons, aux formes contemporaines de lutte transnationales. Voilà. Les luttes transnationales, pour nous, sont quelque chose d'extrêmement important, des luttes des paysans, les luttes des écologistes, les luttes des féministes, voilà, les luttes antiracistes, voilà, tous ces phénomènes de résonance qui sont la caractéristique des grands mouvements démocratiques depuis 20 ou 30 ans. Voilà, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a eu voilà, le mouvement des places, il y a eu les printemps arabes, voilà, et puis il y a tous ces mouvements voilà, d'aujourd'hui qui se développent, l'écologie, le féminisme, j'en ai parlé. Voilà. Et pour nous, c'est un peu l'équivalent, enfin, c'est vraiment d'une analogie historique qui vaut ce qu'elle vaut, c'est tout à fait équivalent à ce qu'on pouvait observer au 19e siècle avec les grèves ouvrières qui se développaient au moment du développement du capitalisme industriel. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut penser stratégiquement, il faut penser aux formes de lutte aujourd'hui. Voilà. Quelles sont les formes de lutte les plus neuves, les plus intéressantes, les plus originales, et peut-être celles qui dessinent justement une autre voie stratégique. Pour nous, ce sont ces luttes transnationales. Voilà. Alors, c'est aussi la circulation des idées, c'est-à-dire la façon dont toute une série voilà, de formes intellectuelles se sont répandues à travers le monde et qui viennent du Sud. C'est ces formes-là qui sont nouvelles, les formes décoloniales, postcoloniales, voilà, qui ont émergé depuis 20 ou 30 ans. Ce que Boaventura, notre ami Sousa Santos, appelle justement les épistémologies du Sud. On pense aussi à la grande question philosophique qui a été posée par quelqu'un comme Descola, c'est-à-dire la remise en cause à partir justement des théories des indigènes, de la division de la nature et de la culture. Il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se produire, des séismes extrêmement importants dans la réalité et dans la pensée. Voilà. Alors, tout ça mêlé nous amène à nous dire que nous sommes dans une période de transition, sans doute, mais de constitution d'une de nouvelles formes de pensée, disons, qu'on pourrait regrouper, ce que Wallerstein et Boaventura appelaient la gauche globale. Voilà. Ce qui a été repris par Balibar, etc. Enfin bon, ça tourne beaucoup en ce moment autour de cette idée d'une gauche globale euh, qui hybriderait, au fond, des traditions de lutte différentes et qui transversaliserait en même temps les luttes, c'est-à-dire où les luttes ouvrières seraient traversées aussi par les luttes féministes, les luttes indigènes, voilà, les luttes des paysans et bien sûr les luttes écologiques. Voilà. C'est à la fois cette transnationalisation, cette transversalisation des luttes qui nous fait dire qu'on est dans cette période de constitution d'une nouvelle pensée et d'une nouvelle stratégie. Voilà, ça reste encore évidemment très flou parce que évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va s'imposer comme une idée toute faite. Hein. On n'est pas du tout dans un univers à la Badiou. Hein. On ne pense pas du tout donc le communisme est une idée, une idée platonicienne. Enfin, et justement, nous, c'est le contraire. C'est qu'on pense vraiment que cette recomposition se fera à partir des formes de lutte et des formes de pensée. Voilà. Et donc, là, on n'en est évidemment pas maître. Par contre, notre travail, c'est d'enregistrer ces transformations et d'essayer d'en faire des synthèses provisoires et de voir de façon voilà, synthétique et de renvoyer à ceux qui luttent, dont nous sommes, de renvoyer vers les mouvements ces synthèses provisoires qu'on peut faire pour les aider d'une certaine façon à y voir plus clair dans ce qui est en cours aujourd'hui. C'est ça le travail notre travail des intellectuels critiques. C'est pas de donner des leçons, c'est de faire ces petits dispositifs, comme dirait l'autre, ces petits dispositifs de pensée. Alors, nous avons cette idée de la gauche globale en train de se faire, et puis nous avons aussi une autre idée à développer qui est ce qu'on appelle la cosmopolitique du commun. Voilà. Alors, cosmopolitique, c'est-à-dire
aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'une politique du monde ou d'une politique monde. Hein. De même que Wallenstein parlait d'une économie monde, nous parlons d'une politique monde. Une politique monde inventée aussi, et pour nous, fidèles à nous-mêmes, nous pensons que le principe du commun est le principe alternatif le plus intéressant, à la fois euh, à la logique capitaliste et à la logique étatique. Voilà. Et que d'une certaine façon, ça répond à la question de l'exploitation sur le terrain économique et que ça répond de façon critique et polémique au principe de domination. Et c'est cette cosmopolitique du commun que nous sommes en train d'élaborer à partir justement des pensées cosmopolitiques diverses et variées qui ont été émises ces dernières années. Nous essayons d'en faire le tri et d'en dégager des lignes de force et en même temps une conception originale, fidèle à notre idée du commun. Alors voilà, ça c'est le travail qu'on va faire pour les 2 années à venir, s'il nous reste encore la force de mener le travail jusqu'au bout, parce que voilà, c'est quand même beaucoup de travail. On va faire en attendant des colloques, etc. Et puis nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons créé un groupe d'études, le GENA, le groupe d'études sur le néolibéralisme et les alternatives, donc où nous discutons avec voilà, des collègues et camarades de plein de pays. Il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Portugais, il y a des Brésiliens, voilà, beaucoup de Latino-Américains. Donc voilà, nous créons d'ores et déjà, un dispositif de dialogue donc, entre plusieurs pays, entre ressortissants de plusieurs pays et de plusieurs continents. Ok, merci beaucoup pour ces anticipations et c'est vraiment très curieux de voir les passages ultérieurs de vos réflexions et de vos travaux, ainsi que leur diffusion, les colloques et les articles qui vont sûrement arriver, d'autant plus que vous êtes infatigable. Oui, enfin, on l'espère. Enfin, en tout cas, on se fatiguera sans doute un jour, oui. Alors, je vous pose une dernière question plutôt bibliographique, et c'est, vu que les sujets évidemment très intéressants et au centre, un sujet central, un noyau de réflexion contemporaine, est-ce que pourriez-vous nous donner quelques suggestions de lecture pour creuser l'étude du sujet de votre livre? Alors, oui, c'est compliqué. Alors là, vous me ramenez à mon statut de professeur, même si je suis à la retraite. Non, mais blague à part, alors, bon, un livre qui nous a vraiment beaucoup apporté, c'est le livre de Berman qui s'appelle Droit et Révolution. Je ne sais pas s'il est traduit en... Oui, non, c'est un livre. Voilà, donc ça c'est un livre très important parce que tout l'exposé de la révolution grégorienne est là, et là on a vraiment un point de départ du principe de souveraineté. Et puis évidemment, euh, les travaux immanquables, incontournables de Kantorowicz. Alors pour nous, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, je sais bien, bon, Bourdieu, je l'ai dit, s'en est beaucoup servi. Foucault l'a lu, mais à notre avis, il n'en a pas du tout tiré les conséquences. Alors, on n'a pas du tout parlé de Foucault, mais on n'a pas du tout, on a parlé de Bourdieu, mais pas de Foucault. Pourtant, Foucault, pour nous, comme vous le savez, c'est quand même une référence extrêmement importante. Mais là, Oui, pour non, je sais pas parfaitement. En fait, j'étais plus curieux pour Bourdieu, justement, parce que je savais déjà, bah, il y a aussi un annexe à la fin sur votre... Alors voilà, oui, nous réglons nos comptes avec Foucault. C'est-à-dire, enfin très gentiment, hein. C'est-à-dire, vous savez, bon, Foucault, c'est très important pour nous, évidemment. On a beaucoup travaillé à partir de Foucault. Et encore, dans le dernier livre, Le choix de la guerre civile, Foucault est très présent. Pas le même, pas celui de Naissance de la biopolitique, mais Oui, plutôt le Foucault de la société punitive, hein. Donc en fait, nous prenons à Foucault
à Oui, différents. oui, en fait, les rapports avec Foucault, c'est déjà très étroit dans la nouvelle raison du monde. Ah ben, la nouvelle raison du monde, c'était bon. Alors, on nous a traités de néo-foucaldiens, etc. Alors là, nous prenons vraiment beaucoup de distance avec Foucault et la conception qu'il a de la souveraineté. C'est-à-dire que, justement, nous expliquons que le problème avec Foucault, c'est qu'il a peut-être pas suffisamment bien lu Kantorowicz. C'est que Kantorowicz ne situe pas la question de la souveraineté seulement au Moyen Âge. La question du corps mystique du royaume, ce n'est pas simplement quelque chose qui a lieu justement avant l'époque moderne, c'est quelque chose qui se continue. Donc nous, on pense qu'il n'y a pas la rupture que Foucault introduit entre le principe de souveraineté et la gouvernementalité. Voilà. Ce qu'on essaie de penser, nous, c'est justement la transformation certainement gouvernementale des modes de pouvoir, ça il a tout à fait raison, mais ce qu'il ne voit pas, c'est la souverainisation des modes de gouvernement et des formes de pouvoir. C'est-à-dire la codification par l'État au nom du principe de souveraineté des autres formes de pouvoir. Bon, enfin, donc Berman, Kantorowicz, oui, Bourdieu, le cours sur l'État, et puis d'une certaine façon, à peu près tout ce qui relève de la philosophie politique classique, pour nous, le grand moment, c'est Bodin, c'est Jean Bodin. Et les 6 livres de la République sont pour nous une pièce essentielle du dossier. Voilà. Je crois que si on voulait, et évidemment Hobbes, mais c'est tellement classique, je veux dire que tous les philosophes connaissent ça. Voilà, pour nous, ça a été des points importants. Alors, évidemment, il y a des éclairages très différents. C'est difficile de donner une biographie générale parce que nous étudions plein de périodes différentes. Donc, nous avons des multiples lectures à chaque fois spécifiques pour chaque époque. Par exemple, bon, il y a l'époque du mercantilisme et de la physiocratie. Donc là, il y a une bibliographie spéciale. De la même façon, bon, on s'est beaucoup intéressé à la Révolution française et à la question de la souveraineté. Bon, Sieyès, l'abbé Sieyès est quelqu'un aussi d'extrêmement important à lire. Son concept d'adunation, hein, de comment on fait un, comment avec la représentation on fait du un, pour nous c'est quelque chose de magnifique. C'est des formes de pensée absolument extraordinaires. Voilà. Pour nous, il y a une richesse pour comprendre comment s'est construit voilà, l'univers politique que nous connaissons. Voilà, il y a des tas de choses. Pour ça ce travail de généalogie est un vrai bonheur. Voilà. J'encouragerais tout le monde à faire ce travail-là, à faire de l'histoire. C'est vraiment un grand plaisir de découvrir d'où on vient. Voilà. Et je pense que c'était le grand plaisir d'un Foucault, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on est infatigable. C'est à cause du bonheur qu'apporte ce type de travail. Ok, merci pour votre réponse et pour votre temps. En conclusion, je voudrais vous remercier au nom de la rédaction des Multiverses pour cette interview très, très dense. Nous avons présenté votre dernier ouvrage avec Pierre Dardot, Dominé, enquête sur la souveraineté de l'État en Occident, publié aux éditions La Découverte en 2020. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous et à toutes et tous ceux qui nous ont écoutés.